que tu sens aujourd'hui? Qu'est-ce que les personnes ont le plus besoin aujourd'hui? Dans leur vie personnelle. Oui, pour eux en fait. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Où vois-tu les plus grands problèmes, aussi obstacles à dépasser? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin? Ben écoute, c'est une bonne question parce qu'habituellement, c'est la question que moi j'aime de demander aux gens. Je pense qu'il y a eu trop de gens dans notre industrie qui ont prétendu savoir ce dont les gens avaient besoin et ils ont peut-être oublié d'aller à la rencontre et de demander de quoi avez-vous besoin. Je pense que dans l'industrie du développement personnel, on a eu beaucoup un cheminement où est-ce qu'on a parachuté des solutions, on a fabriqué et préfabriqué un peu des concepts alors qu'à la fin de la journée, on avait peut-être oublié de communiquer, et de s'écouter et d'être à l'écoute de soi-même. Bon, ceci étant dit, je sens énormément par contre la quête de sens. Donc, on est vraiment dans une vibration. On sait que les gens ont soif de donner un sens très, très fort à leur vie. Par contre, ils ont besoin de voir des modèles que c'est possible et on a besoin de casser les paradigmes, que ce soit des moules professionnels de tu dois absolument faire une carrière professionnelle dans tel domaine, te trouver une sécurité d'emploi, tu dois avoir un bon salaire, des bénéfices sociaux. Alors maintenant, les gens ont besoin de voir que l'économie d'aujourd'hui est complètement éclatée et qu'il est possible de vivre de nos passions. Et ça, peu importe c'est quoi ta passion, il est vraiment possible aujourd'hui de se bâtir une carrière à travers de ses passions, à travers de sa mission de vie. Et ça, il n'y a rien de plus puissant pour donner un sens à sa quête. Alors, je pense que les gens, euh, cette notion de sens-là, elle est très forte à l'intérieur de eux. Et ça, peu importe où est-ce qu'on demeure, qu'on soit en Suisse, qu'on soit au Canada, qu'on soit peu importe où dans le monde, les gens ont besoin de modèles et de comprendre que c'est tout à fait accessible dans l'économie d'aujourd'hui de se propulser, même si on n'a pas d'éducation certifiante, même si on n'a pas les grands diplômes. Alors, les gens ont besoin de savoir que à tous les jours, il y a des milliers de personnes qui gagnent leur vie très, très bien en faisant un boulot qui est fort de sens pour eux et qui leur permet de gagner leur vie aussi, de générer des revenus. Donc on parle vraiment d'un shift quelque part, hein. On vient d'un ancien paradigme dans un nouveau paradigme, on est d'accord. Donc on change totalement l'air, hein. De la manière comme les employés sont traités, c'est la même chose que tout est... On est dans un énorme changement, on est d'accord. D'accord, absolument. C'est un point de bascule énorme. C'est simplement réfléchir qu'ici, en tout cas en Amérique du Nord, il y a une étude qui a été faite par le magazine Forbes qui nous dit que d'ici 2020 à 2025, dans cette fenêtre de temps-là, 50% de la force de travail seront des employeurs autonomes. Donc, ce sont des travailleurs et travailleuses autonomes qui vont apprendre à offrir leurs solutions à des grandes organisations, mais à titre de freelance. Parce que ce qui se passe, Coco, c'est que les grandes compagnies ne peuvent plus subvenir et maintenir la lourdeur fiscale du modèle d'affaires qu'ils ont bâti. Ça veut dire des grosses structures, des gros bureaux, des grosses infrastructures qui coûtent énormément cher, alors que si on observe les compagnies innovatrices, donc par exemple comme Virgin, Netflix, ce sont des gens par exemple qui offrent vacances illimitées à leurs employés, Wow. alors qu'ils se foutent éperdument de c'est quand que tu travailles, pourvu que le boulot soit fait. Alors là, on est vraiment dans un point de bascule, dans un shift où c'est qu'on comprend que les gens ont soif de sens, ont soif de liberté. Alors, Richard Branson s'est dit, si ça te prend un mois faire le boulot que je te demande de faire, fais-le. Les autres 11 mois, tu peux faire le tour du monde. Mais c'est le genre de structure qu'on est en train de mettre en place. Plus besoin d'entrer à l'intérieur de l'organisation pour faire du métro, boulot, dodo, 365 jours par année. C'est un modèle qui ne fait aucun sens. Alors, on voit beaucoup d'organisations en train de prendre ce point de bascule-là, même au niveau du sens. On regarde une compagnie comme Tesla, qui, en juin 2014, a décidé de libérer ses brevets à l'échelle mondiale. Donc, il faut vraiment comprendre que ces brevets-là valent des milliards et des milliards et des milliards de dollars et que n'importe quelle autre compagnie qui aurait voulu copier le brevet de Tesla, autrefois, se serait retrouvé avec une poursuite légale de des milliards de dollars. Alors que Tesla, eux, ont dit, nous, on est dans une mission pour sauver la planète Terre avec des autos électriques. Voici ce que l'on a dessiné jusqu'à présent. Voici où est-ce qu'on est rendu.
pouvez-vous nous aider à aller plus loin, incluant la compétition. Bam! Ça, c'est un shift total de mindset et de sens. Et le plus qu'on observe, il y a plusieurs organisations qui sont en train d'engendrer le pas. Et puis comment dans le coaching, ça doit être quelquefois dur parce que les gens qui sont justement dans les anciennes structures, parce qu'on parle toujours aussi de la génération Y par exemple, hein, qui viennent justement, pour eux c'est beaucoup plus facile de vivre dans cette spontanéité déjà dans cette économie-là, mais tous ces anciens qui sont encore sur l'ancienne structure, ça c'est très difficile. Donc toi au coaching, comment tu peux les aider à faire le shift en fait, et quelque part ils doivent se faire plus confiance, je m'imagine. Ils doivent plus se connaître, c'est ça, pour pouvoir adapter ce système. Des gens qui ne se connaissent pas, ça va être très difficile pour eux. Oui, absolument. Mais écoutez, il y a plusieurs réponses à cette question-là, évidemment, parce que c'est multifactoriel, mais je te dirais que le plus grand pas que peuvent engendrer les anciennes structures ou les organisations qui tardent à engendrer le pas, c'est de pratiquer le laisser-aller. Parce que ces gens-là, souvent, ont bâti leur structure ou leur modèle d'affaires basé sur le contrôle, basé sur le pouvoir. Ça veut dire qu'on bâtit une méga structure où, par exemple, on a le patron au sommet, et là, on a tous ces gens-là qui doivent répondre à l'organisation. Ça veut dire que si tu es en bas de l'échelle et tu as une idée, ça peut prendre 3 mois avant que l'idée monte en haut, et par la suite, on la redescend pour te laisser savoir qu'est-ce qu'on a pensé de l'idée. Alors, cette notion-là, pour les personnes qui n'engendrent pas le pas tout de suite, ben, c'est réconfortant d'avoir du pouvoir. C'est réconfortant de savoir qu'on est obligé d'aller voir le grand patron pour savoir si on peut ou ne pas faire quelque chose. Oui, c'est ça. C'est comme la politique, hein? Pardon? C'est comme la politique, quelque part. La politique, elle sait mieux que moi. Je n'ai pas besoin de prendre la responsabilité. Exactement. Et regardez, il n'y a pas un modèle plus dysfonctionnel très souvent que la politique, du moins à l'échelle planétaire. C'est certain qu'il y a des pays qui fonctionnent un peu mieux, mais on regarde la grande majorité des pays sont en dette de façon massive et un point quasiment critique. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent ces structures tellement lourdes et non pertinentes dans l'économie d'aujourd'hui. Alors que maintenant, lorsque l'on regarde les gens qui vont faire de la place pour le laisser aller, le nouveau mouvement maintenant dans les organisations, ça s'appelle le leadership agile, donc Agile Leadership. Et ça nous vient de Silicon Valley parce qu'on a vu comment rapide est-ce que ces jeunes-là pouvaient exécuter une idée de logiciel pour la mettre le plus rapidement possible en marché. Tout en sachant que les choses évoluent très rapidement. Alors, eux, ils ont développé un modèle qui s'appelle Agile, mais maintenant, c'est dans toutes les organisations qui veulent engendrer ce pas-là. Pourquoi est-ce qu'on a fait un virage vers le Agile Leadership ou Agile Organization? C'est pas compliqué, c'est parce qu'on veut donner à tout le monde dans l'organisation la possibilité d'agir comme un leader. Parce que la réalité, c'est que souvent, dans l'ancien modèle, on va faire un grand plan, une grande planification stratégique, des objectifs de 5 ans. On fait tout l'ancien modèle. Voici où est-ce qu'on s'en va, voici nos valeurs, nos structures, voici comment on va l'exécuter. Très souvent, Coco, dans l'économie d'aujourd'hui, 6 mois après, ce plan-là est plus pertinent du tout. Tellement que ça va vite. Mais souvent, c'est aussi dans le court terme. Nos entreprises travaillent beaucoup dans le court terme. C'est maintenant qu'on a besoin d'argent. Et ils oublient le long terme, parce que le long terme, on intègre les valeurs, justement. Exactement. Donc, ce mouvement-là de Agile, pour faire le pont entre les Y ou les gens qui résistent, c'est qu'on veut amener les gens à avoir un mindset qu'on appelle VUCA. Donc, ça veut dire, il faut qu'on comprenne que l'économie d'aujourd'hui est volatile, uncertain, complex and ambiguous. Ça veut dire que les gens qui vont gagner dans l'économie d'aujourd'hui savent très bien qu'on soit ici ou là, il faut qu'on donne la liberté à l'employé ici d'évoluer dans un contexte volatile, incertain, complexe et ambigu. Il faut qu'on lui donne le pouvoir de prendre une décision avec un client, même avec un budget des fois. S'il doit prendre une décision pour le bien de l'organisation, il doit avoir l'agilité de le faire rapidement. Et c'est là que s'en vont les organisations. Donc, les Y ont une force là-dedans parce qu'ils ont une capacité de naviguer beaucoup plus rapide, surtout avec les technologies, avec la nouvelle économie. Et les millénials qui s'en viennent sont encore plus rapides dans leur exécution. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut bâtir des ponts entre
peut-être les boomers, les gens qui ont de l'expérience, ces gens-là sont des leaders incroyables. Ils ont une sagesse, ils ont une compréhension des enjeux peut-être beaucoup plus grande que les autres générations. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire des ponts pour s'assurer qu'on se rencontre au même endroit et qu'on commence à collaborer ensemble. Et là, c'est là qu'on a vraiment une entente exceptionnelle pour créer une organisation qui va bouger rapidement, qui va bouger avec du sens, tout en générant du chiffre d'affaires. Magnifique. Est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens. Et moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit au tout début. Là, tu parlais justement de vivre de sa passion. Oui. Et ça va être le thème de notre conférence, de ta conférence. De notre soirée plutôt. Hein? Donc, oui. Ça sera vraiment le thème parce qu'on a invité des jeunes, justement, qui sont... il y aura 2 peintres qui commencent à être connus. Il y aura un photographe aussi qui va être connu, qui commence à être connu. Il y aura le fils à Coco qui va mixer, donc le DJ. Et voilà, donc c'est pour montrer, c'est aussi parce qu'on a envie de faire vivre ça pour les jeunes, pour leur dire que tu leur donnes un message que c'est possible de vivre de sa passion. Alors c'est vrai que ces jeunes-là, il y en a peut-être, je ne sais pas s'il y en a qui vivent de son art, mais en fait c'est tous des jeunes qui essayent de vivre vraiment de leur passion. Donc ils sont ils en vivent plus ou moins, mais pas encore vraiment. Toi, en étant artiste, c'est aussi difficile. Donc voilà, c'est le thème de la soirée. Donc je pense que ça doit t'inspirer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire à ces jeunes ou à ces gens qui peuvent se lancer et vivre de leur passion? Ben, premièrement, je me sens extrêmement interpellé par le thème parce que c'est l'histoire de ma vie. Donc, moi, j'ai été interpellé dès ma sortie des études à devenir un conférencier, un auteur, donc à vivre de mon art. Donc moi, mon art, c'est l'art oratoire, c'est l'art de l'écriture, c'est l'art de toute la compréhension du potentiel humain. Moi, c'est ça ma passion. Mais de là à savoir que je pouvais en vivre, il y avait certainement des freins, soit avec mes parents, avec mon entourage, avec la société, le regard extérieur que je sentais qui me jugeait. Donc, je vivais beaucoup dans des peurs, dans des anxiétés, dans des incertitudes. Et un jour, je crois que j'avais 22 ans, et j'ai lu une étude super intéressante qui avait été menée aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle Shirley Blotnick. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait interviewé des étudiants universitaires qui s'apprêtaient à obtenir leur diplôme. Et il leur a demandé quel est l'élément numéro 1 qui t'incite à choisir ton choix de carrière. Donc, c'était la question, elle était très simple. Et 85% des répondants avaient répondu avoir un bon emploi avec une sécurité d'emploi et des bénéfices. 85%, c'est ce qu'ils avaient répondu. C'était quand? C'était il y a plusieurs années. C'était dans l'ancien modèle économique. Okay? Mais la démonstration est quand même magistrale. Donc, je crois que c'était dans les années 70, début des années 80. Et l'autre 15%, eux, ils avaient décidé de choisir leur carrière exclusivement basée sur ce qui les faisait vibrer, sur la passion. Donc, sans savoir vraiment ce qui allait les attendre, eh bien, sans pouvoir l'expliquer, ça faisait vraiment beaucoup de sens pour eux de faire une carrière remplie de sens, basée sur leur passion. Donc, il a suivi ce groupe-là pendant 20 ans. Et 20 ans plus tard, sur les 1500 personnes qui avaient été interviewées, il y en avait 101 qui étaient devenues millionnaires. Et sur les 101 personnes qui étaient devenues millionnaires, 100 d'entre elles provenaient des gens qui avaient décidé de poursuivre leur passion. Mais non! Donc, le message ici, par contre, n'est pas que si on poursuit notre passion, on va devenir millionnaire. Bon, c'est comme ça que les chiffres ont donné à cette époque-là. Mais ceci étant dit, moi, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, comment est-ce que je peux perdre? Parce que mon but de poursuivre ma passion n'est même pas de devenir millionnaire. Mon but est simplement d'être heureux, de vibrer, de faire une différence dans le monde, de faire ma différence, pas de faire la différence, faire ma différence à moi, d'essayer de bâtir un monde meilleur. Alors, si en plus, je peux peut-être générer des sous avec ça et faire une belle carrière, ben c'est tant mieux. Mais pour moi, c'est certain que de suivre le chemin de la sécurité ou dans un endroit où je n'allais pas me retrouver n'était pas une équation qui était gagnante. Donc, à 22 ans, lorsque j'ai lu ça, je me suis dit, merde, c'est exactement ce que je dois faire. Pour moi, c'est un message et la symbolique est simpliste, mais pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé à l'époque.
Ceci étant dit, je voudrais juste ouvrir une parenthèse parce que je sais qu'on va avoir des jeunes qui vont être là où on a 2 artistes, on a des gens dans le milieu de la musique. J'ai interviewé un jour, dans le cadre de mon premier livre, L'École du succès, j'ai interviewé un jeune qui s'appelle Yannick Nézet-Séguin, qui est un très, très grand chef d'orchestre ici, de l'Orchestre symphonique de Montréal. Et il a été nommé chef orchestre symphonique à l'âge de 24 ans, très, très, très jeune. Habituellement, les chefs d'orchestre, c'est des gens de 50, 55, 60 ans et plus. Donc, c'était vraiment innovateur lorsqu'il a eu sa position. Et on a eu une conversation au niveau des passions. Et il y avait quelque chose de très intéressant à dire par rapport à ça. Parce que, vous savez, lorsqu'on est jeune, le boulot numéro 1 souvent des parents, c'est d'encourager leurs jeunes à faire des trucs qu'ils aiment. Tu sais, quand on est des tout petits, là, 5, 6, 7 ans, on va inscrire nos enfants à des cours de piano, à de la flûte, du violon, de la danse, du patinage artistique, tous des trucs pour qu'ils touchent à une mosaïque de passion. Donc, on leur fait vibrer à des trucs qui les font vibrer et on leur dit, c'est important de faire des trucs que tu aimes. En tout cas, nous, au Canada, beaucoup de parents font ça quand les enfants sont des mômes, quand ils sont petits. Mais lorsqu'on arrive à 15-16 ans et qu'on dit à son enfant, « As-tu réfléchi à ce que tu veux faire plus tard? » Eh bien, si notre enfant nous dit, le violon, ça fait 10 ans que je joue du violon, les cours de violon, c'est vraiment génial. Moi, j'aime le violon, j'aimerais être violoniste et jouer dans une orchestre. Et là, le parent va dire, « Non. Ça, c'est un passe-temps. Ça, c'est un passe-temps. Ça, c'est pas une carrière sérieuse. Tu dois vraiment réfléchir à... » Oui, parce qu'ils sont dans l'ancien paradigme. Exactement. Mais c'est ironique qu'ils savent à l'intérieur de leur cœur d'enfant que tu dois faire des choses que tu aimes. Et c'est pour ça qu'on investit tellement d'argent et on valorise tellement nos enfants à faire ça, là. Les grands-parents viennent avec des caméras, tout le monde fait des vidéos. Alors, on grandit ces êtres-là à carburer à la passion. Et là, par la suite, on leur dit, non. Ça c'est un passe-temps. Et ce que l'on oublie, c'est que le parent, très souvent, a la vision de comment mon enfant va faire pour faire de l'argent comme violoniste. Comme, probablement qu'il ne fera jamais un disque comme Céline Dion. Donc, on a malheureusement la visée de la finalité, mais on oublie tout ce que notre enfant peut devenir en poursuivant sa passion. Tu sais, moi, il y a plein de parents, souvent, lorsque je faisais des conférences auprès des jeunes, qui me disaient, « Oui, mais Martin, ma fille ne va jamais devenir Céline Dion. » Peut-être que c'est même pas ça qu'elle veut aussi. Et si tu la laissais poursuivre son rêve, mais que plutôt que d'être une Céline Dion, elle avait la chance de tourner mondialement comme back vocals pour Céline Dion, ou même de travailler dans l'industrie qui la fait vibrer, de devenir agente de disques, de devenir représentante pour un label de disques dans la musique. Peu importe, mais puisque la finalité semble accessible, on va dire aux gens, va vers la sécurité, quelque chose qui va t'emmerder le reste de ta vie, parce que la finalité est inatteignable. Mais dans la nouvelle économie, en dessous de Céline Dion, il y a probablement 2000 métiers qui sont associés à la musique. Et si c'est la musique qui te fait vibrer, va dans ce qui te fait vibrer. C'est aussi ça, vivre de sa passion, tu sais. Ça fait du sens, Myriam? Oui, mais tu ne trouves pas qu'à l'heure actuelle, tu as beaucoup de jeunes, justement, qui sont perdus et qui ne savent pas quelle est leur passion? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Parce que c'est vrai que d'un coup, ils disent, moi, j'ai pas de passion. Moi, j'ai pas. Ouais, moi, j'aime aussi. Mais disons que quand quelqu'un ne sait pas, quand il dit non, moi, j'aime rien, ou je non. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils suivent ce chemin d'école, si on veut, scolaire, parce qu'on leur a indiqué à l'école, voilà, il faut faire ci et ça. Et puis, comment trouver leur passion s'ils n'en ont pas, ou ils croient qu'ils n'en ont pas? C'est sûr. En partant, dire que je n'aime rien, ça dénote beaucoup de peur, ça dénote beaucoup d'incertitude, ça dénote... c'est pas vrai qu'ils n'aiment rien. La vraie réponse, c'est qu'ils ont la frousse d'essayer quelque chose. Ils ont la frousse de peut-être aller faire des premières tentatives dans un domaine qui semble les faire vibrer, mais pour lequel ils vont peut-être se faire juger parce que ça ne sera pas parfait au départ. Oui, peur du jugement. Hein. Peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être déçu. Ce sont toutes des émotions qui viennent avec la contrepartie de décider d'aller tenter ta chance. Moi, je dis toujours, découvrir ta passion, c'est un peu comme aller au centre d'achat faire du shopping. Okay? C'est pas vrai que tu entres
à l'intérieur de la première boutique et que tu dis « j'achète tout, c'est parfait ». Non. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye une paire de jeans, un vêtement, et là on regarde. Est-ce que j'ai des belles fesses? Est-ce que ça me fait des belles courbes? Ainsi de suite. Et là, après 10 boutiques, là on achète une paire de jeans. Vrai ou faux? Ouais. Donc, souvent, dans la vie, on ne s'accorde pas la permission de devenir un aventurier, de dire « qu'est-ce que j'aime? » Bon, c'est certain qu'une passion, ça ne se découvre pas sur un divan, dans son salon, à écouter la télévision, à faire du Facebook, à être sur YouTube constamment, à carburer un aspect superficiel de la société. Ça se fait dans l'action. Si tu ne sais pas ce que tu aimes, tu dois provoquer ce que tu crois peut-être aimer. Va faire de l'aide humanitaire. Va faire un stage, va voyager à l'étranger, apprends une autre langue. Il faut que tu ailles magasiner pour voir sur le terrain, est-ce que cette énergie professionnelle-là te fait vibrer? Est-ce que la mission de cette organisation-là ou la tâche qu'il te demanderait de faire, est-ce que c'est un domaine dans lequel tu te vois évoluer? Pour moi, c'est la première partie. Tu dois provoquer l'action. La chance, oui, ça existe, mais tu dois provoquer ta chance. Et moi, ça se fait dans l'expérience. Mais évidemment, l'expérience, ça vient avec des déceptions, avec des phases où c'est qu'on se sent vraiment moche, qu'on ne sent pas nécessairement qu'on est le meilleur encore, mais c'est là que toute l'attitude et la psychologie est importante. Si j'avais jugé mes premières conférences, Myriam et Coco, probablement que je ne serais même pas ici, c'était n'importe quoi, c'était archi nul. J'avais les pires évaluations qui est probablement possible d'avoir dans l'industrie. Mais maintenant, je fais des conférences partout sur la Terre, avec ma saveur, avec mon message, mais il y a eu un passage qui était difficile. Donc, la deuxième chose, en plus de provoquer l'action et d'aller vers des expériences, je pense que la deuxième chose que les jeunes doivent comprendre, c'est que même lorsque tu découvres ta passion et que tu vis ta passion, c'est pas facile. Il y a des défis. Et il y a des journées où c'est que probablement que je veux tout laisser tomber et que je pense que je suis moins bon et que je me compare et que je retourne un peu dans l'ego. Alors, souvent, l'erreur que les jeunes font, c'est qu'ils croient que découvrir ta passion, c'est comme la Mecque plus ultra où est-ce que tout va bien aller dans ta vie et tu vas avoir le copain de tes rêves et tu vas avoir une confiance inébranlable et tu vas avoir une estime de béton et tu vas faire un salaire de fou. C'est pas ça, vivre de sa passion. Donc, il y a peut-être un peu un réalignement de c'est quoi vivre de ta passion. C'est de savoir que tu es l'architecte de ta vie, tu es le créateur de tes résultats. Et tu es le créateur de ce qui te donne le plus de sens à ton quotidien. Et ça, pour moi, je veux dire, c'est le rêve ultime. Donc, ils doivent se mettre davantage dans l'action parce que, crois-moi, j'en côtoie des jeunes d'aujourd'hui et il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'action et qui disent oh, « moi, j'aime rien ». Habituellement, tu grattes un petit peu et tu vois que c'est beaucoup des peurs. Ils ne veulent pas s'exposer, ils ne veulent pas aller dans l'expérience, ces gens-là, pour magasiner leur intérêt ou leur passion. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Parfait. Ouais. Parfait. Les jeunes et puis les plus adultes, peut-être aussi, c'est encore plus dur, je pense, de les capter. Hein. C'est parce que voilà, ils ont déjà tellement vécu, etc. Et quelque part, ils sont sûrs avec ce qu'ils font, avec leur confort. Et je pense que les jeunes, c'est très chouette parce que quelque part, ils demandent beaucoup. Ils n'ont qu'une envie, c'est ça en fait. Donc quelque part, c'est très facile de travailler avec eux. Oui, et moi, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que j'ai aucun problème avec les gens qui ne veulent pas vivre de leur passion. Il y a des gens, comme tu l'as bien décrit, qui sont peut-être un peu plus dans un contexte adulte, ils ont des responsabilités, ils doivent payer pour les études de leur enfant, ou peu importe, il y a un contexte. Et ça, c'est la réalité. Il y a des contextes parfois qui sont peut-être un peu moins propices à se propulser. Par contre, cette situation-là, moi, où est-ce qu'elle me blesse, c'est lorsque ne pas vivre de sa passion t'empêche aussi de vivre avec passion. Et pour moi, il y a un fossé énorme. Parce que ce que l'on voit, en tout cas en Amérique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas de leur passion. Et à cause de ça, ils vont décider de ne pas vivre avec passion. Et ça, je pense que ça, par contre, c'est accessible à tout le monde. D'être cette personne-là qui est au service de sa communauté, dans le don de soi, qui veut faire une différence, qui veut aider son prochain, qui essaye de sourire lorsqu'il va
dans les rues de sa ville, vivre avec passion, de devenir cette personne-là qui est heureuse parce qu'elle a la possibilité de vivre une autre journée de sa vie, ça, c'est accessible à tout le monde. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas, ils deviennent cyniques. Et le cynisme, ben, souvent, ça tue souvent beaucoup de rêves, beaucoup de possibilités sur qui ces personnes-là pourraient devenir éventuellement. Donc, peut-être que le contexte professionnel n'est pas fertile pour changer de carrière maintenant, mais si tu ne décides pas d'être une personne qui vit avec passion, ça sera très difficile dans 3, 4, 5 ans, quand tes enfants vont quitter la maison, de devenir cette personne-là maintenant qui se réinvente, qui transitionne, qui va vers un nouveau projet pour les 20 prochaines années de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es enchaîné au mur du cynisme, tu es enchaîné au mur des excuses, tu es enchaîné au mur de la comparaison et de ce qui n'est pas possible dans la société, alors que les autres personnes, souvent tu vas les voir, pouf, se propulsent. Ils ont un impact au quotidien. Moi, ces gens-là me font carburer. Quoique j'ai beaucoup de compassion, comme je vous dis, pour le contexte, des fois, qui est pas propice. Magnifique. Donc, on se réjouit beaucoup de ces conférences. Ouais, on se réjouit beaucoup le 12 avril, je pense que tu vas tous nous donner les déclics, en fait, pour pouvoir vivre de notre passion. Ça va être fantastique. Ben, on aura certainement une bonne conversation. Donc, je pense que c'est sûr que de parler de ce sujet-là, des fois, ça peut générer des déclics. Ouais. Mais il faut aussi être ouvert. Il faut aussi avoir l'ouverture à avoir un déclic ou à accueillir des nouvelles idées. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le projet Share Ideas. C'est un partage d'idées. C'est un partage, une conversation. Et je pense que ça, c'est le début de beaucoup de possibilités. La journée où est-ce qu'on ne communique plus, c'est impossible maintenant de croire dans nos civilisations, dans nos maisons, dans nos familles. Et lorsqu'on se rencontre pour partager des idées, ça c'est génial. Pour moi, c'est le début d'un terrain excessivement fertile pour faire croître énormément de rêves, de passions et de possibilités. Et qui mélange les générations. C'est ça qui est très beau chez Share Ideas. On sent le mélange de générations et c'est juste magnifique et ça apporte beaucoup. Et aussi une première. Moi, je suis très, très content d'aller en Suisse. J'ai toujours rêvé d'aller faire un petit coucou. Voilà. Et là, maintenant, je vais avoir la chance. Donc, étant à Paris pour un événement juste avant d'aller en Suisse, donc c'est superbe. Donc, le timing était parfait. Génial. Bon, on se réjouit beaucoup de te recevoir. Merci, merci. Merci beaucoup, Martin. Mon plaisir. Bye bye. Et au plaisir de vous rencontrer tout le monde. Oui. Okay. Bye bye. Merci. Bye. Ciao.